Monsieur Michel Guérit. Voilà, Allez, je voudrais d'ailleurs expliquer un changement entre le programme que vous avez reçu avec la revue, pour ceux qui sont abonnés, qui mentionnait le témoignage de Damien Girard, et le fait que sur le programme d'aujourd'hui, nous voyons le témoignage radioactif de Michel Guérit. La raison est que Damien Girard n'était pas berger, il a quelques jours, il était dans l'impossibilité d'apporter son témoignage, et c'est lui qui a demandé à Michel Guérit de prendre la suite, mais j'ai toute confiance dans la qualité de ce que vous allez entendre tout de suite. Alors, nous allons nous partager le temps de parole. Je vais traiter mon thème « L'homme apprenti sorcier » dans une première partie. On verra un exemple pratique d'apprenti sorcier. Je crois qu'un exemple malheureusement très parlant, peut-être le plus parlant qu'on puisse imaginer. Et je reprendrai un tout petit peu la parole après Michel Guérit pour la conclusion de ce thème, l'homme apprenti sorcier. Parce qu'évidemment, comme l'a dit le professeur Paulin ce matin, l'homme porté par la science moderne s'imagine qu'il peut tout faire, que la nature autour de lui justement n'a pas de nature propre, mais en réalité elle en a une. Et c'est pourquoi l'homme est l'apprenti sorcier. Alors vous connaissez tous l'histoire de l'apprenti sorcier qui s'imagine un jour qu'il peut manier la baguette comme son maître. Et effectivement, il parvient à produire des effets, et il produit non seulement les effets visés, mais des effets secondaires. Et c'est le premier point dont je voudrais vous entretenir, c'est l'inéluctabilité des effets secondaires de la technique. Le côté inéluctable, inévitable. Pourquoi cette particularité? Alors c'est qu'il y a une différence entre l'outil et la machine. L'outil, vous savez, c'est le prolongement de la main. En ce sens, l'outil, on l'a toujours, on en garde le contrôle permanent. L'outil ne quitte pas la main qui le guide. Tandis que la machine, c'est un objet qui fonctionne extérieurement à l'homme, alors qui fonctionne dans un but déterminé. Donc, en général, elle a une fonction. On fait une machine pour une fonction, une automobile, c'est fait pour rouler sur la route, etc. Et c'est donc monotélique. Ça a en général un seul but. Mais ça n'est pas parce que ça n'a qu'un seul but que ça n'a qu'un seul effet. Donc il y a l'effet principal, qui est le but, et puis les effets secondaires. Alors, il est certain que certaines machines ont des usages multiples. Vous pouvez, avec une automobile, évidemment, faire transporter un blessé à l'hôpital, ou vous pouvez vous rendre au village voisin, par exemple. C'est toujours la même automobile, mais c'est quand même toujours la même fonction qui est remplie. De la même façon, l'invention du moulin, que ce soit le moulin à vent, le moulin à eau, peut servir à écraser du blé pour faire de la farine, peut servir à faire mouvoir les outillages pour carder la laine, etc. Mais donc, tous les moulins transforment de l'énergie mécanique, ou de l'énergie hydraulique ou éolienne en énergie mécanique. Mais s'ils ont des usages différents, ils sont aussi différents, ils sont constitués de façon différente. Il y a un lien entre la cause formelle et la cause finale, vous le savez bien. Alors, pourquoi est-ce que ces effets secondaires sont inévitables? C'est parce que ce caractère monotélique, ayant un but précis de la machine, est conçu par l'ingénieur comme si cette machine était séparée du reste de l'univers. Donc l'objet technique, il est conçu pour lui-même. Il est fait en bureau d'études, il est fabriqué en usine, et il est mis ou dans une usine ou dans un usage particulier. Mais on ne prend en compte dans la conception que le but qui est visé. Ou du moins, on ne prend en compte directement que ce but visé. Or, là où la machine va opérer,
elle n'opère pas dans un lieu fabriqué pour cela, ou même si c'est un lieu fabriqué pour cela, ce lieu fabriqué pour cela fait partie d'un univers environnant. Et c'est là où l'effet secondaire se produit. Alors, un exemple extrêmement simple, le barrage d'Aswan. Donc, vous savez que les eaux du Nil, pendant des millénaires, ont fertilisé le delta, enfin les rives et le delta, par les alluvions qui venaient au moment de la crue tous les ans de l'Afrique. Eh bien, le barrage a évidemment rempli son effet de barrage, qui était de produire de l'énergie électrique pas chère pour l'Égypte, de permettre donc tout ce développement industriel qui nécessite de l'énergie. Mais il y a eu un effet secondaire qui est en fait qu'on peut difficilement appeler effet secondaire, c'est-à-dire compte tenu de l'importance des conséquences, mais enfin que les alluvions, donc la fertilisation de l'ensemble du delta et du Nil a été stoppée, hein, ce qui a obligé évidemment l'agriculture égyptienne à utiliser les engrais chimiques, enfin, ce qui a eu un très très grand nombre d'effets secondaires, donc d'effets qui ne faisaient pas partie de la visée principale. Alors, en fait, c'est quand même des effets, je les appelle secondaires, mais ils avaient été perçus au départ, et c'est une raison pour laquelle, d'ailleurs, les Américains avaient refusé de construire le barrage d'Aswan. Donc, Nasser Sadat et ses Russes, qui ont bien voulu le faire, mais il y avait, avant le barrage actuel, d'ailleurs, un petit barrage qui ne bloquait que partiellement le cours du Nil, donc il suffisait à produire de l'énergie, mais qui, au moment de la crue, laissait passer le plus gros des alluvions. Alors, il y a des effets secondaires positifs. Hein, effet secondaire, ça veut dire effet qui n'est pas directement le but visé de la machine. Mais l'effet secondaire peut être positif. Et un exemple très simple, les freins sur une voiture, les freins, l'effet primaire, c'est de ralentir la roue de la voiture. Mais en réalité, les freins, c'est ce qui permet d'aller vite. Hein? Donc, l'effet secondaire, là, est un effet tout à fait utile, parce qu'effectivement, si vous n'aviez pas de frein, vous ne pouvez pas aller vite. Hein? Mais qu'ils soient positifs ou négatifs, donc, ces effets secondaires sont inéluctables. Deuxième point dont je voudrais vous parler, c'est le déséquilibre de l'Occident concernant le culte de la puissance. C'est-à-dire qu'on est habitué à considérer la maximisation comme une valeur. Il faut être le plus fort, le plus beau, le plus riche, etc. Et il n'y a pas dans notre civilisation contemporaine de réticence devant le gigantisme. Et c'est en ce sens-là où il y a vraiment une différence entre je dirais, la civilisation antique, en particulièrement la civilisation grecque, hein, qui se méfiait de tout ce qui était un signe d'hubris, un signe de démesure. Hein, ça a été dit d'ailleurs ce matin, et ça n'est pas un hasard. Donc, si vous voulez, nous acceptons volontiers d'être dépassés par les anciens dans de multiples domaines, en habileté, en art. On admet que les tissus égyptiens ont une qualité de tissage exceptionnelle. On admet que les vitraux du Moyen-Âge étaient si bien faits qu'on n'est pas capable de les refaire aujourd'hui. On admet que les camées des Romains ont une finesse tout à fait étonnante. On admet évidemment que l'éloquence de Cicéron est pour nous presque indépassable, etc. Mais on n'admet pas d'être dépassé de la même façon quand il s'agit de puissance. Et un exemple très simple, ce sont les mégalithes. Le fait qu'il y ait eu, il y a longtemps, une civilisation capable de dresser des blocs pesant 100 ou 200 tonnes, ça nous gêne. Parce que là, on n'est pas capable de le faire. Alors en fait, maintenant, on serait capable de le faire, mais on serait capable de le faire avec des moyens très lourds. Donc ça nous gêne profondément de penser que des civilisations anciennes ont pu le faire. Alors comment règle-t-on le problème? Eh bien, on ne s'en occupe pas. C'est-à-dire, au lieu de réfléchir
Parce que si vous voulez, ces mégalithes, ça pose des questions importantes, des questions à la fois simples, très, très techniques, mais quand on y réfléchit, des questions larges et vastes. Eh bien, je ne crois pas qu'il y ait d'université où on étudie sérieusement cette question. Donc il y a, si vous voulez, un certain culte de la puissance en Occident. Et je dirais que cette perte de la mesure est par quelque côté dramatique, si vous voulez, parce on dit, mais non, la technique n'est pas maîtresse suprême, puisqu'il y a des comités. Il y a des comités des sages, il y a des comités d'éthique, etc. Mais là, si vous voulez, qui trouve-t-on dans ces comités? On trouve des scientifiques patentés. Et malheureusement, la science n'est pas le contraire de la folie. Le contraire de la folie, c'est la sagesse. La science renforce plutôt la folie qu'elle n'en est le contraire. Donc le fait de mettre dans les comités censés régler les problèmes techniques, précisément des scientifiques, évidemment, ne permet pas d'atteindre l'objectif supposé. Et en ce sens-là, on peut dire qu'il y a une barbarie de la réflexion. Alors ça, c'est une expression de Vico qui est intéressante, c'est-à-dire il y a une forme de barbarie qui touche justement les civilisations scientifiques avancées. Troisième point que je traiterai avant le témoignage qui va suivre, c'est le mythe de l'horloge. Quelqu'un a signalé cette question ce matin de l'horloge. C'est-à-dire l'idée que l'univers est comme une horloge, alors un peu compliquée, avec beaucoup de rouages, etc. Mais donc on a un univers qui fonctionne comme une horloge. Alors, cette idée remonte au XVIIe siècle, peut-être même avant. Newton a fait beaucoup pour la diffuser, si vous voulez. D'ailleurs, vous connaissez l'expression de Voltaire à propos de cette horloge qui n'aurait pas d'horloger. Voltaire était déiste, bien sûr. Alors, dans cette idée de l'univers fonctionnant comme une horloge, donc, il y a l'idée d'un univers mécanique. Eh bien, la vie est comme surajoutée par le hasard. C'est-à-dire qu'on a l'impression, et on donne cette impression, et on fait croire, qu'il y a un univers inerte qui existe, qui s'est mis à exister un jour, et puis dans cet univers inerte, mécanique, cette grande horloge, avec des étoiles, etc., la vie est arrivée un jour. Donc c'est une vision de l'univers qui est très très étonnante, et qui est tout à fait moderne, et qui n'est pas du tout celle qui existait auparavant. Si vous voulez, Platon appelle par moments l'univers to zoon, c'est-à-dire le vivant. C'est-à-dire que pour expliquer l'univers, on considérait qu'il fallait d'abord expliquer ce qu'il y a de plus subtil et de plus complexe et de plus noble dans l'univers. Autrement dit, il y avait l'idée qu'on n'a rien expliqué de quelque chose tant qu'on n'a pas expliqué le plus subtil. Et notre culture, actuellement, est habituée à faire le contraire. C'est-à-dire, on explique ce qui est simple, ou on croit expliquer ce qui est simple, et puis après, on essaye d'expliquer le compliqué. Malheureusement, ça ne fonctionne pas, parce que, en toute chose, comme disait La Fontaine, il faut considérer la fin. Et si les anciens parlaient de vivant en ce qui concerne l'univers, c'est bien parce que l'être vivant fait partie nécessairement du cosmos, cette notion d'univers harmonieux, donc, qui a été évoquée ce matin, mais qui est de toute façon une notion biblique fondamentale. Vous avez dans le récit de la création cette idée d'une création en 6 jours, ce qu'on appelle l'hexaméron, et ce que Dieu crée, c'est l'univers que nous connaissons. Il ne crée pas un univers inerte en surajoutant la vie, il crée au commencement
un univers complet, et quand cet univers est complet, au 7e jour, il dit « cela était très bon », et il se repose, c'est-à-dire Dieu n'est pas fatigué, mais il se repose, il cesse de créer. C'est-à-dire que le cosmos, l'univers complet, et il n'est harmonieux que parce que complet, commence d'exister, et les lois de la nature commencent d'exister, et la science devient possible. Cette notion de cosmos est aujourd'hui complètement oubliée. Donc les gens s'imaginent qu'on a expliqué quoi que ce soit quand on a expliqué l'horloge de l'univers avec la loi de Newton et puis la loi de l'attraction des aimants. Enfin, c'est-à-dire qu'on a une vision d'un réductionnisme absolument déplorable. Et je pense que beaucoup de malheurs qui nous arrivent, en particulier dans le domaine de l'environnement, nous allons voir, sont évidemment issus de cet oubli du cosmos. C'est-à-dire que dans la vision biblique du monde, l'univers a été créé par Dieu pour l'homme. Il a été créé par Dieu pour l'homme vivant. Enfin, il n'y a pas un univers sans la vie n'a pas de sens, puisque c'est l'homme qui, par son statut intermédiaire entre les corps et les esprits, est le seul à même de rendre au Créateur la gloire qui lui est due pour la création des corps. Alors, cette idée d'interdépendance du cosmos et d'harmonie du cosmos, elle a été retrouvée justement par l'écologie et par les courants écologistes. Mais ce qu'il leur manque, à mon avis, c'est la vision claire de la finalité de la création. Donc ils ont cette notion d'interdépendance et cette notion d'harmonie et cette notion d'utilité de tous les êtres, d'utilité de chacune des espèces, par exemple, mais en même temps, on ne sait pas à quoi ça sert. Et en ce sens, à partir du moment où la fin, la finalité n'est pas connue, n'est pas en vue, eh bien, nous sommes dans une vision des choses pratiquement aussi incohérente peut l'être l'incohérence du technicisme mécanique. Alors, exemple d'incohérence, si vous voulez, c'est vous avez aujourd'hui une manie des scientifiques de se décharger sur les politiques pour assumer les externalités donc de ce qu'ils font. Donc toutes les questions d'environnement, les déchets, etc., qui sont des questions importantes, questions majeures, dont se préoccupent effectivement les politiques. Mais comment font les politiques pour agir? Eh bien, ils se couvrent de l'autorité de comités de scientifiques. Et donc, on tourne en rond. Et on tourne d'autant plus en rond que toute cette complexité moderne est très largement, évidemment, assumée par des techniciens, mais dirigée par des financiers. Et là, c'est un aspect que Huxley avait bien vu, si vous voulez, dans le meilleur des mondes. Vous avez un passage où le héros ou quelqu'un d'autre, non, évidemment c'est quelqu'un d'autre, dit l'invention, on va permettre des inventions, mais à condition que chaque invention nouvelle soit plus compliquée que ce qu'elle va remplacer. C'est-à-dire que des inventions simples qui seraient utiles ne pourront pas se développer parce qu'elles ne vont pas dans le sens du plan. Donc ça, c'est un aspect qui n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on ne peut pas, évidemment, critiquer le monde moderne et la technique moderne comme si cette technique se développait de façon vraiment libre. Et puis vous avez un principe de précaution à deux vitesses, c'est-à-dire qu'on applique dans un cas et qu'on n'appliquera pas dans un autre. Il y a énormément, ça c'est frappant. Alors ce problème d'incohérence peut se trouver aussi chez les écologistes. Et je vais donner quelques exemples. Donc là, c'est l'idéologie qui entre en jeu. Le cas des hormones. Alors, à une époque, il y a eu toute une campagne à propos du veau aux hormones.
Hein, le veau aux hormones, évidemment, était... Alors l'intérêt de donner des hormones au veau, c'est que le veau pousse plus vite, donc on a plus de kilos en moins de temps, donc on gagne de l'argent. Dans une pilule anticonceptionnelle, vous avez autant d'hormones que dans 40 kilos de veau aux hormones. Bon. Donc, là, l'incohérence, si vous voulez, c'est de n'avoir aucune objection contre la diffusion massive de pilules, avec tous les problèmes environnementaux que ça crée, hein, y compris sur les poissons. Enfin, je pense que c'est un sujet que vous connaissez aussi bien que moi. Et dans le même temps, on fait beaucoup de choses sur le... Enfin, on a cessé d'ailleurs, dans une certaine mesure, de produire du veau aux hormones. Et puis, donc, il y a ce fait que dans la nature, telle qu'on nous la présente, eh bien, l'homme est de trop dans la nature. Vous connaissez l'histoire de Sartre qui médite devant une racine et puis qui se sent de trop. D'une certaine façon, l'homme moderne a une vision de la nature tout à fait étonnante, où, par exemple, les animaux domestiques n'existent pas. Donc, on vous fait des directives européennes sur le confort animal, mais c'est-à-dire que si un paysan soumettait ses vaches au son que l'on a aujourd'hui dans les boîtes de nuit, etc., il serait passible des tribunaux, hein, pour atteinte au confort animal. Et dans le même temps, notre jeunesse, elle est soumise nuit et jour, plus nuit que jour d'ailleurs, même à des sons d'une intensité et d'une nature qui sont destructeurs. Alors là, je pense qu'il y a des gens dans la salle qui seraient mieux placés que moi pour dire à quel point c'est destructeur, mais qui sont réellement destructeurs. Donc il faudrait savoir, là c'est une incohérence flagrante, si vous voulez. On ne tolère pas de faire aux animaux ce que l'on fait tous les jours sur le petit de l'homme, donc je dirais la substance la plus précieuse du cosmos. Donc il y a cette idée de respect de la nature, hein, et de ce point de vue-là, c'est une très bonne chose. Mais comme on ne perçoit pas cette nature comme la création d'une intelligence supérieure, eh bien, les finalités de cette nature échappent et on a évidemment des comportements incohérents. Alors, je vais, comme exemple de ce comportement incohérent de l'homme, nous allons maintenant écouter ce que Michel Guérit peut nous dire sur ce sujet. Bonsoir, ça marche? Non. Il y a un petit... C'est mieux. Bon, comme c'est la dernière ligne droite, on va essayer de faire une petite conférence un peu interactive. Oui, je suis plus près. Ouais. Non, ouais. Oui, c'est ça qui va compte. suffire. C'est ça le principal. Voilà. De l'autre côté. Tiens, non, ouais. Bon, donc, comme l'a expliqué Dominique, je suis un ersatz de conférencier cet après-midi. Mon ami Damien Girard devait vous parler d'un problème nucléaire dans un petit village qui s'appelle Pont-Verger-Moronvilliers, près de Reims. On est passé à un problème beaucoup plus musclé, beaucoup plus grave, beaucoup plus national, et qui concerne non seulement la région de Meuse et Haute-Marne, mais concerne la France entière. Et je vous demande toute votre attention, mais je vous promets, ça va être sympathique et interactif. La première chose, avant d'enlever cette diapositive, regardez bien en bas, l'argile dit-elle à son potier, que fais-tu? C'est le hasard, c'est pas moi qui l'ai écrit. Donc c'est l'histoire de l'argile qui n'a pas à demander au potier ce qu'il va faire avec l'argile. Est-ce qu'il va faire un vase? Est-ce qu'il va faire... c'est bien ce que je dois comprendre, Dominique. Hein, bon. Alors, notez-le parce que tout à l'heure, on va parler d'argile et même d'argile. Qui, parmi vous, a déjà entendu parler de bure, B-U-R-E, en dehors du tissu pour les moines? Qui a entendu de bure? On lève la main? Ah, quand même. Bon. Alors,
Je suis l'abominable Michel Guérit. Un journal m'a qualifié d'anti-Bure. Bure est donc un petit village à la frontière de la Meuse et de la Haute-Marne, un petit village de 74 habitants, que l'ANDRA, Agence nationale de gestion des déchets nucléaires, a ciblé pour y stocker les déchets nucléaires les pires qui existent, qu'a produit la France et que va encore produire la France, qu'on appelle les MAVL, moyenne activité vie longue, et HA, haute activité vie longue. Bon, ce sont des saloperies, on va en parler tout à l'heure. On ne sait pas quoi en faire, et ils ont imaginé, les scientifiques, que le meilleur moyen pour s'en débarrasser était de les enfouir sous terre à 500 mètres de profondeur. On va détailler. Bon, je suis né dans l'Aube. L'Aube, tout le monde connaît quand même. Hein, l'Aube, okay. L'Aube, c'est en Champagne-Ardenne. Mon petit village s'appelle Ville-sur-Terre. Un petit village situé à 5 km d'une commune qui s'appelle Soulaine, qui est actuellement la plus grande poubelle nucléaire au monde où on... Madame, vous avez un problème? J'ai pas compris. Ville sur terre. Ah oh ben, ville sur terre. Là, oui. Okay. Alors, l'Aube est dans la Champagne-Ardenne, qui, comme vous ne le savez pas, contient tous ces sites nucléaires. On appelle ça un site nucléaire. Alors, il y a d'abord au nord, Chaux, une centrale, au sud, Nogent-sur-Seine, une autre centrale, qui est à 80 km de Paris. Et puis, il y a Pont-Faverger-Moronvilliers, le petit village de Damien. Et puis, il y a, à côté de chez moi, Épotémont, où il y a un centre de tri de déchets nucléaires, Soulaine, où il y a ce fameux stockage, hein, 1 million de mètres cubes de déchets, et puis Brienne, qui est la gare où on amène une partie de ces déchets, Morvilliers, qui est la seconde poubelle, parce que quand on a installé la première, c'est tellement facile de mettre la seconde, où on empile là les très faibles activités, et puis il y a Jusson-Vigny, qui est, d'après moi, le prochain site qu'on est en train de préparer pour les déchets faible activité vie longue. Et puis il y a Bure, donc Bure, qui est le sujet de cette conférence. Voilà, donc je vous l'ai dit, Soulaine, où je suis né, il y a 68 ans, est à 91 km au nord de Valduc, et puis à 86 km seulement de Nogent, Nogent étant à 80 km de Paris. Si ça pète à Nogent, comme on dit, et que le vent est du bon sens, il faudra évacuer Paris, ça c'est sympa, et le gouvernement ira s'installer à Vichy, ils ont déjà une référence. Alors voilà le fameux tableau, mais comme Dominique a mangé tout le temps, je ne vais pas développer, c'est la classification des déchets. Vous voyez quand même qu'il y en a quand même pas mal de races. Donc FMA, VC, c'est ceux qui sont à Soulaine, TFA, c'est les très faibles activités, VC c'est vie courte, hein. Les TFA sont ceux qui sont à Morvilliers, et puis les HA, haute activité, les MAVL, sont les vies longues qu'on veut mettre à Bure. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand même, il faut noter que je trouve ça très rigolo, ces poubelles sont situées à 8 km, hein, vous disiez peut-être 8 km, oui, à 8 km de la route du Champagne. Parce que ces communes que sont donc Morvilliers et Soulaine sont dans un canton, le canton de Soulaine, 21 communes. Parmi ces 21 communes, il y en a 2 qui produisent du champagne. Donc chez nous, c'est compatible, si vous voulez. Il n'y a pas encore l'effet Fukushima. Hein, il y a du tritium dans le raisin, c'est sûr, mais en si faible quantité qu'il n'y a pas de problème. Vous pouvez acheter du champagne de l'Aube, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est un petit dessin marrant pour expliquer, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est un truc marrant, c'est le type qui s'étonne de la qualité du vignoble au-dessus, et le vigneron lui dit, vous verrez, quand vous aurez visité les caves. Hein, parce que dans les caves en dessous, il y a les fameux déchets nucléaires. Voilà, ça c'est le stockage de Soulaine, donc au milieu des forêts, hein, c'est pas grave. L'Andra qui gère tout ça a acheté 1000 hectares, et puis ils ont abattu les beaux chênes, et puis ils ont installé leurs alvéoles où ils stockent les produits. Bien évidemment, ils ont dit tout de suite, il n'y a pas de rejet radioactif à Soulaine, hein, il n'y a pas à s'inquiéter. Et puis 14 ans après, grâce au travail qu'on a fait, on a découvert qu'il y en avait, et maintenant, il y a des rejets, mais des rejets légaux et autorisés. Il n'y a absolument pas de problème, c'est normal.
Alors, qu'est-ce qu'on fait à Soulaine? Quand on reçoit des colis, comme on est limité à 1 million de mètres cubes, alors on écrase les fûts, comme avec une énorme presse, là, 1200 tonnes, et puis comme ça, on les reconditionne dans des fûts un peu plus grands, et puis ensuite, on les stocke dans les alvéoles. Alors, le problème, c'est que quand vous faites le ménage chez vous, et que vous avez un sac à poussière, et que vous voulez gagner de la place dans la poubelle, et qu'avec votre pied, vous écrasez le sac à poussière pour réduire son volume, ça fait de poussière. Alors ça, c'est pas grave, c'est la poussière. Là, c'est des particules radioactives. Elles sortent par une cheminée, mais il y a des filtres très haute efficacité, THE, donc il n'y a rien qui sort. Ou ce qui sort, c'est insignifiant. Il n'y a aucun problème, ce n'est pas gênant, ni pour l'environnement, ni pour l'homme qui habite à côté. Et moi, j'habite exactement à 5 km de celui. Bon, je passe. Alors ça, c'est la communication de l'Andra. C'est pas une poubelle, c'est pas une pub là pour un catalogue bio. C'est une pub pour aller visiter en porte ouverte le site de stockage de Morvilliers. Libellule, c'est la communication de l'Andra, la communication positive. Alors nous voilà à Bure. Donc à Bure, ils ont depuis une quinzaine d'années fait des travaux, construit un laboratoire, et ça c'est l'état actuel du laboratoire. Vous avez deux tubes qui sont deux puits qui permettent de descendre dans les galeries, et dans les galeries, ils font des expériences pour nous expliquer que l'endroit qu'on a choisi là est parfait pour stocker ces déchets pour l'éternité sans aucun problème, grâce à la qualité de la roche, qui est donc de l'argilite. Alors l'argilite, c'est, comme ils disent, dur comme de la roche, dur comme du béton, et on va se livrer à une petite expérience tout à l'heure. Là, je vais faire circuler, vous faites passer entre vous, et vous me la ramenez, et je fais une expérience avec. Alors cette roche, profitez-en, elle a 110 millions d'années. On ne voit pas tous les jours des bouts de cailloux qui ont 110 millions d'années. Ça, c'est l'ascenseur pour descendre dans le laboratoire. Ça, c'est les galeries. Alors ça, c'est le fameux colis, le colis HA. Les HA haute activité, on les met dans des cylindres, vachement calculés. Bon, on passe. Le seul problème, pour vous donner le degré de nocivité, c'est que si vous stationnez 1 minute à côté de ce colis, 1 minute, 1 mètre, vous êtes mort. 1 minute, 1 mètre, vous êtes mort. Ce n'est pas une invention de communication de l'écologiste que je suis. Je suis écologiste. Alors, ils vont construire des alvéoles. Bon, vous imaginez toute la mécanique, bien sûr, tout est robotisé, tout est automatique, puisque 1 minute, 1 mètre, t'es mort, donc on ne va pas envoyer des citoyens faire ce boulot. Donc tout est un gigantesque mécano. On descend à 500 mètres sous terre avec un funiculaire à 12%. Enfin, vous imaginez le poids de ces machins-là. Le petit colis que vous avez vu pèse 475 kg, mais avec l'enveloppe autour pour le protéger, il pèse entre 2 tonnes et 22 tonnes. Donc on ne descend que 6 colis par jour. Donc pour remplir le bazar, il faudra un siècle. Et on est parti sur un siècle de transport de déchets vers ce petit village. Vous imaginez le merdier là-bas, et les risques. Enfin bon, on va essayer de prendre le temps d'en parler. Voilà. Donc voilà pour les achats. Pour les EMA, c'est encore le système pour les achats. Pour les EMA, c'est un peu différent. On les empile dans des cubes. Vous voyez en bas à droite, les containers, on les enferme, enfin, comme on dit, comme un Tupperware. Oui, bon. Parce qu'il y a des problèmes, vous allez voir, il y a du bitume dans les EMA pour fixer, pour coller bien les radionucléides. On les a mis dans du bitume. Le problème, c'est que le bitume, à 325 degrés, le bitume, il s'enflamme tout seul. C'est emmerdant, quoi. 325 degrés, ça, on ne sait jamais. Dans un tunnel comme ça, un tunnel, tout le monde sait que c'est un four. Si un incendie se déclare, bon, c'est pas possible. Ils disent qu'il n'y aura jamais d'incendie. Enfin, on a vu les incendies sous le tunnel du Mont Blanc, on a vu les incendies au WIP aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Le WIPP aux États-Unis, à Carlsbad, il y a un incendie qui s'est déclaré dans un stockage de déchets nucléaires. Ils ne savent pas comment l'éteindre. Alors, mon expérience, on va la faire dès que le caillou est revenu. Il n'est pas revenu, le caillou, il tourne encore.
Il est là, oh, ben non, il prend son temps. Bon, quand le caillou va être revenu, je vais le mettre dans le petit bocal à confiture, je vais mettre de l'eau, et dans 16 minutes, cette roche va se transformer en sable. Alors, on a découvert ça assez tardivement. J'en ai fait une vidéo, je l'ai mise sur Internet, je communique largement. Mais bon, ça ne peut pas arriver. Jamais de l'eau n'ira dans ce stockage, jamais. Hein. Alors qu'il y a de l'eau en dessous et de l'eau au-dessus. Mais ça fait 135 mètres de haut, d'épaisseur. Ils sont formels, les gens de l'ANDRA, les scientifiques, les géologues. Jamais de l'eau ne pénétrera. Et puis si elle pénétrait, de toute façon, à cause de la pression, l'eau aura du mal à attaquer la roche. Alors que là, quand je vais la mettre dans le bocal, il y a de l'eau tout autour. Voilà. Donc il n'y aura jamais de l'eau tout autour. Enfin, ils sont vraiment, quand j'ai sorti ça, ils m'ont dit, Michel, parce qu'on connaît bien les gens de l'ANDRA, on discute avec eux, fais pas ça, tu vas avoir l'air d'un con, ça sert à rien. Bon, moi, je fais de la communication. Je veux que les Français sachent qu'en 16 minutes, cette roche dont ils disent que c'est dur comme du béton et que c'est sécurisé pour l'éternité, en 16 minutes, ça se transforme en gravure. Donc, mon ami Bertrand Thuillier, dont vous voyez la trombine là, un jour s'est penché sur les textes de l'ANDRA officiels, un document qui s'appelle Argile 2005 puis Argile 2009. Il a fait un travail considérable pendant ses vacances. Ça a duré 3 mois. Il a lu 4000 pages. Il a fait une base de données, donc sur Excel, là, comme vous voyez. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous lui donnez un thème, un mot, tout de suite, à l'ordi, il trouve l'extrait, il voit ce que l'ANDRA a dit, ce que les études ont dit sur ce projet. Parce qu'il se trouve quand même qu'il travaille sérieusement et qu'il y a un paquet de problèmes. Alors, les problèmes, on va les passer en revue. Le premier problème, c'est que ça va consommer déjà une quantité d'eau énorme dans la région, parce qu'il faut fabriquer 275 000 m3 de béton, hein, parce que quand on a fait des trous, il faut faire quelque chose qui tienne un siècle. Alors, on n'a pas beaucoup, à part nos cathédrales, on n'a pas grand-chose comme référence, des trucs qui durent plus d'un siècle aujourd'hui. Bon, ça va assécher tous les puits fermés tout autour, mais ça, c'est pas grave. Alors, l'autre problème, c'est les transports. Il va falloir 10 000 trains de 10 wagons. Ça fait 100 000 wagons. 100 000 wagons, ils font environ 25 mètres de long. Quand on les met bout à bout, c'est marrant, ça fait pile la distance entre Paris et Tchernobyl. Vous imaginez un convoi de déchets radioactifs Paris-Tchernobyl. Waouh! Pendant un siècle. Bon, bien sûr, ça ne va jamais dérailler. Bon, il y en a eu à Drancy il y a un mois, hein, je sais pas si... Qui a entendu parler de Drancy il y a un mois? Un petit peu quand même, ouais. Ah ben non, ben des fois, c'est je sais pas, hein, chacun s'occupe... La télé n'a pas trop parlé de ça quand même. Enfin bon, ça arrive, les trains déraillent. Ensuite, il y a un problème de contamination des colis. Les colis, on appelle ça de la contamination surfacique. Le fait même de mettre dans un colis de la radioactivité, il y en a obligatoirement tout autour. Donc on a fait des calculs savants, bon, je passe. Alors l'autre problème qui est grave et qu'on a découvert grâce aux travaux de Bertrand Thuillier, c'est que les MAVL dégagent de l'hydrogène, naturellement à cause de la radiolyse. Donc le fait que les déchets nucléaires rayonnent en permanence, parce qu'ils rayonnent pendant... Certains, c'est l'éternité. Quand on est à 1 milliard d'années de durée de vie, 1 milliard d'années, c'est long, quoi. Enfin, je ne sais pas, mais moi, je dis que c'est l'éternité. Donc, ces déchets vont casser des molécules et fabriquer de l'hydrogène. Et cet hydrogène, bien évidemment, il faut qu'il sorte. Donc, les colis MAVL ne sont pas sertis. Ils ne sont pas fermés. Ils ont même certains des évents, parce qu'en plus, ils sont chauds. La radioactivité est telle qu'ils sont déjà naturellement à 70 degrés. Donc, il faut ventiler. Alors, donc, on descend des colis avec le système, on les met dans les machins, et là, on ventile. Alors, la ventilation, on sort non seulement l'hydrogène, qui n'est pas radioactif, mais on sort avec toutes les saloperies de gaz. Les kryptons, bon, on ne va pas détailler tout ça. C'est écrit là, krypton 85, carbone 14, chlore 36. Chlore 36, demi-vie 300 000 ans, donc 300 000 ans multiplié par 10, ça fait 3 millions d'années. Bon.
Au bout de 3 millions d'années, il n'en reste plus qu'un millième. C'est quand même 3 millions d'années. Bon, il n'y a pas de filtre, c'est pas faisable, parce que la ventilation, quand on fait le calcul, ça fait 1,8 million de mètres cubes à l'heure. Les cheminées font 11,50 mètres de diamètre. Ils avaient oublié de nous le dire. On l'a découvert là, récemment sur des plans. Donc vous imaginez 2 grosses cheminées de 11,50 mètres, mais ça souffle comme un réacteur. Bon, s'il y a un début d'incendie à cause d'une étincelle ou je ne sais pas quoi, s'il y a un incendie, il faut arrêter la ventilation. Alors si on arrête la ventilation, au bout d'un certain temps, l'hydrogène va augmenter en volume dans la cave, hein, dans la voûte. Imaginez des tunnels de métro, c'est des tunnels de métro. Hein. Arriver à 4%, une étincelle, boum, comme à Fukushima. Alors, comment on fait pour à la fois, il n'y a pas d'incendie, il faut... Enfin, on se dit, mais attends. Ah. Et eux disent, nous avons un directeur de la maîtrise des risques, il existe, hein. Fabrice Boissier, un garçon charmant, école des mines, BRGM, tout ça. Voilà, c'est Monsieur Fabrice Boissier, directeur des risques, de la maîtrise des risques, vous dit, il n'y a aucun problème, on maîtrise. Il n'y aura jamais d'accident, il n'y aura jamais de chute de colis, il n'y aura jamais d'étincelle, il n'y aura jamais d'explosion, il n'y aura jamais d'incendie, il n'y aura pas besoin de l'éteindre. Puis s'il y avait un incendie, on sait l'éteindre. Bon. Bertrand il dit attention, au bout de 2 heures, si on n'a pas éteint le truc, le béton il ne tient plus. Le béton ça tient 2 heures en incendie. Je passe les détails. On avait oublié un détail aussi, c'est qu'en surface, il ne nous l'avait pas dit, on va créer aussi un stockage en surface, parce que le flux des trains, là, bon, ça en fait quand même 4 par semaine. Bon. Ils vont arriver dans une gare semi-enterrée. S'il y a un merdier, que le funiculaire, il y a une roue, je ne sais pas quoi, il y a un petit problème, ou une grève, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on va en faire? On ne va pas arrêter les trains en race campagne. Hein. Donc on va stocker. Donc il y a l'idée de faire un énorme stockage. Bon. On a des idées des bâtiments déjà. Le bâtiment d'accueil et de gestion de tout ça, il va faire 300 mètres par 300 mètres sur 30 mètres. 300 mètres, 30 mètres. Ah, c'est pas une bricole. Ça ressemble un peu pour ceux... Qui parmi vous a vu les bâtiments de Cherbourg, d'Areva NC à Cherbourg? Toujours les mêmes. Moi, j'ai vu ça, j'ai pleuré. Bâtiments, c'est quelque chose de... C'est des camps, c'est pire que les camps de la mort. C'est barbelé sur 3 épaisseurs, c'est lignes à haute tension autour. Enfin, c'est l'heure. Ils vont nous faire ça. Bon, donc c'est l'heure de faire une pause. On prend de l'eau normale, hein. Peu importe, on met d'abord le caillou, parce que ça va déborder. On met le caillou dedans. Vous pouvez mettre en route votre chronomètre. Dans 16 minutes, on passera la culture. Bon, tout ça, je vous ai raconté, les risques d'explosion, la manutention, les contrôles, les fermetures, tout ça. Ah oui, si, quand même, ça peut arriver, ça. Bon, c'est plus difficile, mais ça peut arriver, c'est un concours de malchance. Il y a quand même beaucoup de radioactivité, il y a notamment du plutonium-239, là. On pourrait imaginer que par un effet... avec de l'eau, un effet miroir, qui est une telle concentration qu'on arrive à une masse critique, puisque la masse critique du plutonium est de 510 grammes, on pourrait arriver à un moment donné où, on ne sait pas pourquoi, où des colis qui s'entrechoquent, enfin, on ne sait pas, mais on peut imaginer tout. Mais le scénario, un physicien nucléaire, moi je ne suis pas de cela, pourrait dire les conditions pour l'obtenir, on aurait une explosion. On pourrait avoir une explosion atomique, il n'y a aucune raison. Bon, alors, à 500 mètres sous terre, après tout, c'est peut-être pas si grave que ça. On en a fait dans le Pacifique, à Muru et ailleurs. Bon, on l'a dit, là, vous avez une idée du petit funiculaire. Hein, vous voyez, le petit bazar, là, qui descend des colis entre 2 tonnes et 22 tonnes. 6 par jour. Risque d'incendie. Donc 2 heures, hein, 2 heures pour se sauver, parce qu'après, le béton craquelle. Bon, alors là, c'est très facile, sur Internet, vous trouvez toutes les histoires de tenue du béton quand le béton est chauffé à telle température,
il fait des bulles. Enfin, il y a plein d'histoires sur le béton. Ça, on a de l'expérience. Hein. Il y en a eu des bâtiments qui ont cramé. Au bout de 2 heures, du béton, c'est pas beau à voir. Je ne parlerai pas des tours jumelles à New York, c'est encore une autre histoire. Bon, on critique les tests. Qu'est-ce que l'Andra a fait comme test? Bon, bref. Nous, on parle de catastrophe annoncée. Là, c'est le petit résumé, mais j'ai tellement bien expliqué que ce n'est pas la peine. Voilà, alors la question qu'on se pose, nous, est-ce que l'enfouissement est nécessaire? Bon. Alors évidemment, pourquoi ils ont décidé l'enfouissement? Ben, c'est une bonne question. Bon, on a eu d'autres idées. La transmutation. Bon, là, l'homme apprenti sorcier, on est complètement raccord. Vouloir transformer les déchets actuels en déchets moins dangereux, moins agressifs, d'une durée plus courte, etc. Bon, c'est de la théorie, mais on refabrique des déchets, et même quand on regarde bien, ils sont pires que ceux qu'on avait avant. Donc il vaut mieux pas le faire. En plus, on ne sait le faire que sur le papier. Hein, ce sont des modèles mathématiques, hein, comme bien souvent dans le monde du nucléaire. Et on en parlait tout à l'heure, notamment l'EPR à Flamanville. Le jour où ils le mettent en route, je ne veux pas être à côté. L'EPR est un modèle mathématique, ça n'a jamais existé. Bon, qu'est-ce qui peut arriver? On ne sait pas. Pire, ITER, on en a parlé aussi, ITER, hein, la fusion, ITER, oh là là, il faudra fuir puis c'est en Provence, c'est magnifique comme choix. Bon, bref. Alors, nous, on dit, l'autre solution, elle avait été envisagée par la loi Bataille en 91, c'est l'entreposage en surface, comme aujourd'hui. Voilà. Ça fait 50 ans que ces saloperies existent. Elles sont stockées à Lagnes, à Marcoule et à Cadarache, dans des puits ventilés, bien faits. Ça pose aucun problème. Bon, le problème, c'est que le bâtiment au-dessus, bah, évidemment, au bout de 100 ans, au bout de 300 ans, bah, le béton, il a quelques soucis, il faut refaire un peu. Voilà, bon. Alors, l'éthique, d'après ces gens-là, c'est de dire on ne peut pas donner cette responsabilité-là aux générations futures. Hein. C'est emmerdant pour eux que tous les 300 ans, ils refont un bâtiment, hein, on ne sait jamais, puis alors il pourrait y avoir des voyous, Al-Qaïda, Greenpeace, Michel Guérit, je ne sais pas qui rafoutent le merdier là-dedans, donc c'est mieux de les mettre à 500 mètres sous terre. Mais vous voyez le cadeau, parce que si on met ces saloperies à 500 mètres sous terre et qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Je prends toujours l'exemple de la batterie. Si vous avez une batterie de voiture qui fuit, ben vous la prenez, vous la mettez à la cave sur 2 parpaings, et on met une casserole en dessous, puis on attend le week-end suivant pour aller en faire quelque chose. Il y en a d'autres, ils font un trou dans le jardin et la mettent dans le trou. Bon. Moi, je dis, on ne met pas la batterie dans le jardin, on la garde en surface, et puis on voit. On ne parle pas des coûts, alors bien sûr, selon les calculs. Alors bien sûr, je les pardonne. Comment voulez-vous imaginer ce que va coûter ce que je viens de vous raconter pendant un siècle? Alors, le premier chiffrage, 15 milliards, le dernier, 35,7. Bon, il y a une bonne fourchette. Bon. Alors, c'est quand même important parce que grâce au coût, on va peut-être arriver à empêcher ça. Parce que qui paye? Ben vous! C'est vous qui payez. Et même déjà aujourd'hui, avec votre facture d'électricité. Ça représente 1,5% de votre facture. Et en plus, vous avez un petit rappel qui vous attend là. Parce que, attendu, il y a 2 ans, ils ont fait une connerie, on va vous augmenter. Hein. C'est nous qui payons. Donc, il n'y a pas de problème. Bref, vous disiez? Je ne suis pas d'accord avec votre avis sur l'élévation du coût de l'EDF. D'accord, ben on va en parler, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, on va en parler même tout de suite. Oui, on va en parler, chef, on va en parler, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on va même le faire tout de suite, parce que... un mot sur la réversibilité. Alors, pour faire passer la pilule, en dehors du fait, parce que vous imaginez les riverains là-bas, hein, ils sont tranquilles dans la Meuse. La Meuse, je vous conseille, allez-y un week-end, c'est quand même un pays magnifique, c'est la nature. C'est Jeanne d'Arc. On pourrait faire un pèlerinage, elle est née là-bas, Jeanne d'Arc. Au printemps, à l'automne, c'est magnifique, des vallées, des petites rivières au fond. Donc les gens ont dit, on ne veut pas de ça chez nous, ben, tout de suite, hein, c'est évident. Bon. Eh bien, ils ont réussi à les convaincre, simplement ils les ont achetés. Alors, ils les ont achetés parce que c'est très facile d'acheter les consciences. On a amené du pognon, des millions d'euros. Et d'ailleurs, pour acheter vos applaudissements, j'ai préparé aussi, moi, un petit cadeau pour vous.
Je vais vous demander de faire circuler. Vous n'en prenez qu'un billet, là. Chacun. Alors c'est ce qu'on appelle de l'argent sale, mais ça marche, ça marche. Dans mon village, chez moi, ils ont fait pareil. Vous imaginez, quand vous cherchez un endroit pour mettre une poubelle, la poubelle FAVL, ça se passait en 2008, ça m'a coûté 3 mois de prison avec sursis, 12 000 € d'amende. Vous voyez que je suis quand même un voyou, et je vous remercie de m'inviter quand même. On a réussi à convaincre les élus à refuser la poubelle, et ça a été difficile, parce qu'eux, ils arrivaient avec de l'argent. Et quand vous avez un maire d'un petit village de 74 habitants et que vous lui mettez une valise avec 17 millions d'euros dedans, en disant « si tu signes, c'est pour toi », et que le toit de l'église fuit, que le lavoir il est en ruine, 2 fois, que le tout à l'égout n'est pas fait, etc., le maire, il en rêve. Bon, et le maire, il a réussi par dire non. Voilà, après, il s'est vengé, il s'est plaint, et ils ont réussi à me coller un procès. On va faire taire Michel Guéric, il nous fait chier. Non. On a réussi, puis on va essayer de se battre, on empêchera les suivantes. Hein. Mais on est dans un endroit où il y a 5 habitants au kilomètre carré. Il y a plus de sangliers que d'habitants chez nous. Les sangliers, on ne leur demande rien, évidemment. Bon. Ah, voilà le problème. Alors la réversibilité, c'est ce qu'ils ont inventé en disant, attendez, on enfouit les déchets, mais pendant un siècle, on peut les ressortir. Vous voyez, l'apprenti sorcier, il se dit quand même, si je fais une connerie, on peut les ressortir. Alors on peut les ressortir si on a trouvé une solution pour les gérer mieux. Parce que moi, je crois en la science, et on est nombreux, même si la science aujourd'hui, et c'est encore un autre truc à distribuer, j'ai des doutes sur le CNRS en France aujourd'hui, sur son indépendance, quand on sait que le CNRS est dépendant du cabinet du Premier ministre, il y a des lois pour ça, qu'on oriente leur recherche, que l'ANDRA fait travailler des groupes du CNRS en échange de 80 000 €. C'est sur Internet, on sait combien coûtait l'étude. Alors quand vous faites travailler pendant X mois, je ne sais pas la durée exacte, pendant X mois, vous faites travailler un groupe au CNRS pour leur demander quelle est la vitesse de migration du plutonium dans l'argilite, à la fin, ils trouvent la bonne vitesse de migration. Et bien sûr, ils concluent en disant « oui, on peut enfouir à Bure, il n'y a pas de problème ». Mais en échange de 80 000 € quand même. Bon, il est évident que si les ingénieurs ils trouvaient que ça va plus vite qu'on croit, et c'est ce qu'on lit dans les études américaines, parce que les études américaines sont très différentes des françaises, on a fait ce travail, il est évident que si le mec à la fin il signe « il ne faut pas faire Bure », je crois que c'est la dernière fois qu'il fera une étude pour l'ANDRA à 80 000 €, et son étude ne sera même pas publiée. Voilà. Alors, c'est le document qui s'appelle un cahier lecteur. Alors, c'est quoi un cahier lecteur? Je vais vous l'expliquer avec les images suivantes. On a eu un débat public, parce que le débat public, ça fait partie du processus décisionnel qui est là, mais on ne va pas avoir le temps de développer. Mais je vais la laisser à l'écran après. Donc, on dit aux gens, vous pouvez dire tout ce que vous voulez pendant 6 mois, toutes les critiques, ou les trucs positifs, hein, parce qu'il y a des cahiers d'acteurs positifs. Alors, cahier d'acteurs, c'est un nom ronflant, si vous voulez, mais c'est rien d'autre que 4 pages. On est limité à 11 000 signes. Et moi, avec un groupe qui s'appelle 6G Out, 6G Out, dehors, on a travaillé comme des fous. On a produit une 50aine de cahiers d'acteurs sur les 154 qui ont été publiés. Et celui-là que j'ai, parce qu'ils avaient du solde, ils me l'ont donné parce que je leur ai demandé. Je vais vous le distribuer. C'est marrant, vous verrez. C'est une analyse. Bon, ne le dites pas, c'est moi qui l'ai fait, mais c'est signé par quelqu'un d'autre, parce qu'on est limité à 2 par personne. Et donc, j'explique là comment et pourquoi le CNRS n'est pas indépendant. Et j'ai pas eu de problème, pas de diffamation, pas de procès, rien. Ça veut dire que ce que j'ai écrit est vrai. Par contre, le numéro 97, qui s'appelle « CIGEO est un complot », a été publié pendant 2 mois et puis a été retiré. Ah. Et je suis en conflit donc, avec la CNDP, Commission nationale du débat public, un conflit sérieux, hein, parce que ça, je ne lâcherai pas. Ils m'ont censuré mon cahier parce que dedans, j'ai écrit que l'OPEXT, alors l'OPEXT, je ne sais pas ce que c'est. Qui sait ce que c'est que l'OPEXT? Bravo, monsieur. L'Office parlementaire d'évaluation des choix
techniques et scientifiques et techniques. Donc, c'est 18 députés et 18 sénateurs, pourris, bien choisis, qui travaillent ensemble et qui décident de l'orientation, qui décident dans les choix scientifiques, c'est énorme, hein, c'est les OGM, c'est les pesticides, c'est tous les problèmes qui concernent la France, y compris le projet de Bure. Ils font leur dossier, le distribuent aux députés, aux sénateurs, et c'est avec ça qu'on éclaire, si vous voulez, leur conscience pour ensuite voter les lois. Voilà. Donc j'ai dit que l'OPEX était une entité voyou. Alors ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Et donc, on m'a demandé de remplacer entité voyou par autre chose. Bon, j'ai proposé autre chose. Hein. J'ai écrit entité non indépendante. Bon, voilà. Mais c'est toujours pas publié. Donc, ça veut dire que le contenu a un problème. Et je leur dis, mais attendez, si c'est une diffamation, s'il y a un problème, je suis prêt à aller au tribunal. Je connais maintenant, je sais comment ça se passe. J'ai plus peur de ça. Ben non, pas du tout. C'est toujours censuré. Et il va falloir que je fasse quelque chose. Et je ne sais pas quoi. Si vous avez une idée, vous pouvez m'envoyer un mail. Voilà. Alors, on distribue CIGEO est un complot. Et puis, vous en prenez un. Et puis, alors, j'en ai fait un deuxième qui est rigolo aussi. Monsieur n'a pas été censuré. C'est la gouvernance de CIGEO est-elle un véritable marigot? Mais je peux vous dire que quand on lit, c'est un vrai marigot. Hein. C'est quand on voit que c'est les mêmes dans toutes les unités, ça pose un problème d'indépendance de la décision. Voilà, et le dernier cahier d'acteur, le 154, était « Bure est une impasse, il faut changer la loi hein, », parce que ça, c'est une loi hein, qui a été votée en 2008. On sait maintenant qu'on a beau faire tout ce qu'on veut, il n'y a qu'une seule solution maintenant, il faut changer la loi, et c'est ce que je suis en train de faire avec mes amis. On se bat pour trouver le moyen que la loi change, et ça avance bien. On a rendez-vous avec M. Baupin et ses copains lundi prochain à 17h. Vous êtes les premiers à le savoir. Voilà. Donc la parole est à vous. Je laisse le processus à l'écran. Et j'espère que... Oh si, j'ai été vite quand même, c'est bien. Voilà, messieurs. Et il faut encore un peu. Oui, bah, je peux. Donc c'est ce que vous avez rapidement pu examiner grâce à une source indépendante, ce qui est important, puisque c'est un domaine dans lequel l'information est soigneusement contrôlée. C'est un bel exemple d'effet secondaire. C'est-à-dire qu'il y a un effet primaire des centrales nucléaires qui est la production d'électricité, soi-disant pas chère, et il y a des effets secondaires et on ne connaît pas le coût des effets secondaires. Conclusion, je crois, comment en sortir, c'est revenir à la vision chrétienne de la création. Je pense qu'il n'y aura pas d'autre solution. C'est-à-dire qu'il faut rétablir la supériorité de l'ordre des fins sur l'ordre des moyens. Il faut rétablir la supériorité de l'être, de l'ordre de l'être sur l'avoir. Il faut bien voir que, d'une certaine façon, la technique est issue du péché originel. C'est-à-dire que dans l'Éden, l'homme n'avait pas besoin de technique. Alors, ce qu'on peut en conclure, c'est que, par définition, il ne peut rien avoir d'essentiel pour la destinée humaine qui relève de la technique. C'est-à-dire que tout ce qui est essentiel à l'homme est d'un autre ordre. Donc, il ne peut pas y avoir de salut par la technique. Le salut relève évidemment d'une autre cause qui est du même ordre que la cause qui a provoqué la chute. Et ça veut dire aussi qu'il ne peut pas y avoir d'esclavage par la seule technique.
C'est-à-dire que l'homme peut rester libre, même dans le goulag, même devant une machine qu'il ne contrôle pas, parce que ce qui fait la liberté de l'homme, évidemment, est d'une autre nature. Donc, les pollutions spirituelles sont premières par rapport aux pollutions matérielles qui en sont les conséquences. Donc, premièrement, rétablir la hiérarchie des fins de la vie humaine, rétablir la valorisation des composantes supérieures de la personne humaine. Et je pense que c'est dans cette perspective que des solutions peuvent apparaître. Alors, comment l'homme peut-il ne pas être l'apprenti sorcier? Eh bien, c'est en revenant à sa place, dans l'harmonie hiérarchisée du monde créé. Alors, cette place est la première dans l'ordre du monde des corps, et c'est la dernière dans le monde des esprits. L'homme est un poste intermédiaire, un poste clé. Donc l'homme se trompe chaque fois qu'il croit créer quelque chose en agissant par lui-même. Francis Bacon disait « On ne commande à la nature qu'en lui obéissant ». Mais cette remarque bien connue, qui est en partie juste d'ailleurs, mais elle est encore marquée par le mythe de l'homme qui construit son univers, qui justement va commander à la nature. Il lui obéit pour commander, mais c'est pour commander qu'il lui obéit. Et je pense qu'on a déjà basculé, si vous voulez, dans la vie, avec Francis Bacon, c'est bien connu d'ailleurs, dans la vision contemporaine, la vision moderne que je veux ici critiquer. La création s'est achevée le 6e jour. Il n'y a donc rien dans l'univers qui n'ait déjà reçu sa finalité divine, rien qui puisse être réalisé sans entrer dans le cadre des intentions posées par le Créateur pour chaque créature, la radioactivité comprise. La règle de l'invention, y compris dans les arts, devait être d'accueillir l'inspiration et non de détourner et de contraindre les matériaux techniques. Alors, il faut bien voir que Jésus-Christ est venu racheter le péché originel. D'une certaine façon, il est venu aussi pour racheter les effets du péché originel. La rédemption n'aurait aucun sens si les effets du péché ne pouvaient pas être, d'une certaine façon, amodiés ou sinon annulés. Et c'est pourquoi le progrès technique, le vrai progrès technique dont nous bénéficions aujourd'hui, s'est réalisé en Occident, qui était le lieu dans lequel, justement, on a pris au sérieux la vision biblique du monde. Alors évidemment, elle était prise au sérieux dans la tradition juive depuis longtemps, mais cette tradition n'a pas eu la mission, si vous voulez, de diffuser dans le monde entier la civilisation voulue par Dieu, qui est justement une civilisation qui comporte ce message de rédemption pour l'ensemble de l'humanité. Et l'Occident a pu, pendant quelques siècles, justement, assumer cette synthèse entre la vision biblique du monde et puis les données scientifiques accumulées par l'Antiquité, pas toutes les données d'ailleurs, mais une bonne partie. Donc l'oubli de la création et de la création divine de tous les êtres, si vous voulez. Je pense qu'un des grands travers de l'époque moderne, c'est que le concept de création, on en garde le mot, et puis on met dedans tout ce qu'on veut, d'ailleurs, mais on a perdu de vue que quand la Bible parle de création, elle veut dire que tout ce qui existe est une créature, c'est-à-dire que Dieu ne crée pas une matière première qui se débrouille toute seule par la suite pour évoluer, mais que Dieu crée les natures que nous connaissons. Et justement, ce concept de nature dont on a vu l'importance ce matin ne se comprend bien que dans la vision, justement, d'un créateur intelligent qui pose les finalités de toutes les créatures. Donc, l'oubli de la création, de tous les êtres, est la cause majeure, je pense, des impasses actuelles. Et
en conclusion, ce sera mon mot de conclusion, et après on pourra passer aux questions pour les deux intervenants, eh bien, c'est qu'il n'y aura pas de substitut aux finalités posées par Dieu dans la création. Donc toutes les approches du problème qui feront l'impasse sur le concept de création, donc ce qui implique que chaque être a une nature et donc une finalité, a une cause finale, et que cette cause finale peut être rapprochée dans la perspective justement de la création divine, eh bien, tant que cette notion absolument fondamentale ne sera pas rétablie à sa place dans les esprits, je pense, on restera dans l'impasse actuelle, dans laquelle on constate qu'effectivement, on ne trouve pas de solution. C'est-à-dire la capacité de croire que les conclusions d'un raisonnement étaient aussi certaines que les prémices de ce raisonnement. Donc ce qui a manqué aux Chinois, si vous voulez, c'est l'assurance théorique que nous avons en Occident, alors qui résulte d'un confluent entre deux points fondamentaux. Le premier, c'est que le Créateur est un être intelligent, et donc chaque chose a une raison d'être, chaque créature a une finalité, et que, comme nous sommes à l'image de ce Créateur, notre esprit a la capacité, dans une certaine mesure, partielle mais réelle, d'entrer dans la connaissance des vraies causes de l'univers. Donc on avait une assurance théorique qui a permis de croire que le résultat, que les conclusions d'un théorème sont aussi certaines que les prémices, etc. Et c'est ce qui fait qu'encore aujourd'hui, ce sont des notions qui sont ancrées tellement profondément dans les êtres qu'il faut des siècles pour en changer. Quand vous démontrez le théorème de Pythagore, si vous avez en face de vous un Chinois, un Japonais, il éprouvera à un moment donné le besoin de faire un petit triangle, de mesurer les trois côtés, puis de vérifier que c'est bien ça, que A2 plus B2 égale C2. Alors que c'est dangereux, d'ailleurs, le système occidental, qui consiste à croire que, puisqu'on l'a démontré, c'est vrai, et un des beaux exemples qui montre que c'est dangereux, c'est justement le principe de superposition en géologie, qui a fait que les gens ont cru que les strates superposées étaient nécessairement des dépôts successifs, sans se donner la peine d'observer ce qui se passait quand on laissait se déposer des sédiments dans l'eau. Donc il y a évidemment quelque chose de très grand et de très puissant dans cette subordination au réel des Chinois, et ça se retrouve justement en médecine chinoise, qui n'a pas, par exemple, la médecine chinoise n'a pas la notion de moyenne. Parce que quand vous faites votre analyse au laboratoire du coin, on vous dit vous avez des cellules entre temps et temps, etc. Donc voilà votre dernier résultat. On a l'idée d'une donnée moyenne vers laquelle il faudrait se situer. En médecine chinoise, vous êtes toujours ou yin ou yang. Et la vie est une perpétuelle lutte pour se recentrer, mais on n'est jamais en fait au centre. Je pense simplement que le fait que je sois vivant fait que l'EDF, l'ANTRA, connaît parfaitement l'effet de la radioactivité sur le corps humain. Donc, je crois qu'il ne faut pas oublier, donc, que dans toutes les études qui ont été faites, c'est ça qui était la principale. Et actuellement, au bout de 50 ans de radioactivité et d'études nucléaires, je crois que l'ANTRA, l'EDF, connaît parfaitement l'effet de la radioactivité sur le corps humain. Je crois que ça, il faut pas oublier. Alors, la deuxième chose. Oui. Pardon. On ne peut pas faire un débat là-dessus. Je suis d'accord, c'est pas la même. C'est pas minerai et un déchet, c'est pas la même chose. Il y a d'autres personnes. Je voudrais dire autre chose. Quand vous avez mentionné qu'il y a plusieurs manières de traiter les
déchets. Bon, la première, c'était de les laisser dans les cuves en surface, je suis d'accord. Bon, mais il y a d'autres manières. Le plus simple eût été de les mettre dans le golfe de Gascogne qui s'enfonce, ça serait retrouvé dans la terre, au fond de la terre, ça aurait été fait. Ça, c'est votre sentiment, ça? Non, mais bon, c'est un sentiment. On pourrait l'envoyer dans le ciel, on pourrait aussi... N'importe quoi, là. Non, vous dites n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Mais si. On aurait pu aussi le diluer, c'est-à-dire revenir à la solution primitive. Donc, ce n'est pas le choix qui a été fait. Le choix a été fait, il a été demandé aux personnes de l'ANFRA de trouver une solution qui soit valable 1 million d'années. C'est le choix politique qui a été pris par la France. C'est comme ça. Donc la solution qui a été choisie par l'ANFRA, c'est la solution la plus sûre qui puisse durer 1 million d'années. Pour moi, c'est complètement farfelu, mais ça ne fait rien. Mais c'est le choix. Donc c'est ce qui explique tout ce que vous avez pu dire. Voilà. Donc à part ça, à part dire que vous avez dit il va y avoir des incendies, il va y avoir de l'eau. Les risques ont été étudiés pour minimiser le risque, c'est tout. Faut pas, alors, ça ne vous plaît pas, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des techniciens qui ont travaillé là-dessus, je pense suffisamment intelligemment, pour que justement ce stockage dure 1 million d'années. Ben voilà, vous faites partie des apprentis sorciers. Voilà. Je ne fais pas partie des apprentis sorciers. C'est un a priori, monsieur. C'est à vous entendre. C'est un a priori. Vous devriez vous lever et dire, monsieur Guérit, je vais venir vous aider à lutter contre ce projet que je trouve complètement fou. Et vous restez assis sur votre chaise en disant que finalement l'Andra a bien travaillé. Mais je respecte votre choix. Moi aussi je le respecte. Mais je vous explique qu'il me semble, pour avoir travaillé dans la partie, il me semble que les gens qui ont prévu ce projet ont fait tout, quand je dis tout, c'est plus que ce qu'il ne faut pour que ça ne représente pas un danger. C'est votre sentiment. Ok. C'est dans l'eau. Le Bure, c'est à la limite de la Haute-Marne et de la Meuse. Non, l'Aube, ce sont les poubelles de Soulaine et de Morvilliers, et la troisième qui arrive, qui sera à Crépy, Jusanvigny, c'est à côté. Toutes ces poubelles, elles sont à 2 km l'une de l'autre. Rapidement, est-ce qu'on m'entend? On m'entend bien? Plus près. Plus près? Comme oui. ça? Oui. Comme ça. Bonjour, donc je me présente très rapidement, c'est-à-dire que ma famille a une maison à Soulaine. Oh, ça c'est bête, ça. Ça c'est bête, ça. Depuis 40 ans, on passe tout notre été à Soulaine. On a vu arriver Andra. Voilà, tout ça pour l'introduction. Ensuite, en 99, je crois, j'ai travaillé à l'IRSN. IRSN, oui. À Fontenay-Rose, c'est-à-dire l'Institut de protection de sûreté nucléaire. J'ai fait un job de 10 mois où j'étais documentaliste. J'ai inventarisé les armoires des chercheurs. Là, le secteur où j'ai travaillé, c'était l'équipe qui s'occupait des PUI, c'est-à-dire des plans d'urgence d'intervention, comment dire, des plans d'intervention d'urgence, les PUI. Les PPI, les plans particuliers d'intervention. Non, c'était d'urgence. Alors, PUI. d'intervention d'urgence. Oui. Voilà, j'inventorie l'armoire de chaque chercheur. Et j'arrive dans le bureau de ce chercheur qui s'occupe d'Andra. Et voilà, j'ouvre l'armoire, j'inventorie, et je découvre, voilà, cette personne s'occupe d'Andra, et je m'adresse à elle en disant: ah, tiens, vous occupez d'Andra, ma famille a une maison là-bas. La personne me regarde et dit: je suis désolé. Je vous l'ai dit aussi spontanément. Mais pour l'instant, c'est merveilleux parce que cette commune de 300 habitants a un budget de 1,8 million d'euros. Bon, les trottoirs sont en marbre de Carrare. Il va y avoir bientôt un COSEC, un auditorium, etc. Je ne vous raconte pas. J'espère que votre famille sera enterrée au cimetière. Ils auront un enterrement première classe, gratuit.
Les transports scolaires sont gratuits, le ramassage des poubelles est gratuit. Vous voulez aller voir le médecin, vous appelez une abeille, ça s'appelle une abeille, un taxi vient vous prendre gratuitement, etc. C'est un vrai bonheur, votre famille a de la chance d'habiter Soulaine. Par contre, le taux de cancer là-bas, que j'ai étudié, pose quelques problèmes. J'ai un coefficient 5. Alors je le dis quand même parce que ça va vous chatouiller les oreilles, cher ami. Vous savez ce que c'est que l'incidence. L'incidence, hein, bon. Je me suis intéressé, par exemple, à la leucémie aiguë. Il y en a actuellement en France 1 pour 100 000 habitants par an. 1 pour 100 000. Personne ne peut contester le chiffre. Dans l'Aube, il y a 300 000 habitants. Ça veut dire que chaque année dans l'Aube, il y en a 3 qui arrivent. Comment faites-vous pour les trouver? Impossible. Eh bien, moi, si. J'en ai 1 dans mon village. Puis après, vous continuez comme ça, sur les bébés qui naissent mal formés, Vacter, là. On est les Hashimoto. J'ai Hashimoto chez moi. Bon. On est dans des coefficients, on est en dessous de 0,5 pour 100 000 habitants. J'en ai dans mon village. Pourquoi? J'habite à 5 km de Soulaine. Bon, c'est pas uniquement Soulaine, c'est clair. Soulaine n'est là que depuis 20 ans. Mais l'Andra, c'est qu'un nuage. Je l'appelle le nuage de l'Andra, ça les énerve. Mais il s'additionne au nuage de Tchernobyl qui est passé. Parce que les mecs qui croient que Tchernobyl, c'est du pipeau, chez nous, on a mesuré. J'ai payé la CRIRAD pour mesurer. On est à 6300 becquerels de césium au mètre carré. Bon. Il est tombé 44 mm de pluie pour la première semaine de mai 86. Donc la question que je pose aux gens quand je les rencontre, et je le pose à vous, où étiez-vous? Vous souvenez-vous de où vous étiez le week-end? Parce que le 1er mai était un jeudi en 86. C'est une cata. Parce que jeudi, vendredi, samedi, dimanche, chez nous, on va au Muguet. Et les mecs qui sont allés au Muguet, qui sont restés là, que l'iode 131 qui est tombé, qui s'est fixé sur l'herbe, que le soleil a chauffé, qui est monté, il n'a pas pu remonter à cause des branches. Et les gens, ils venaient cueillir le muguet pendant 4 jours. Et mon frangin, j'ai des vidéos. Lui, il adore cueillir les coucous et sucer la sève de la queue du coucou. Mon frangin, je vous passe, il a des problèmes de cancer de la peau. J'ai 3 nodules à la thyroïde. Bon. Mais Michel, c'est rien, ça. C'est dans ta famille. C'est pas. T'as vu les autres familles? Et chez nous, à Soulaine, à Tille, à Morvilliers, à Fresnay, à Fuligny, si tu y vas, j'ai envie de tutoyer, citoyen, si tu y vas et que tu regardes, il y a un cancer dans une maison sur 2. Si je dis le mot lévothyrox, qui connaît le lévothyrox ici? Ah ben voilà, je l'avais parlé ce matin, 5 ou 6. Voilà, 5 ou 6. Chez nous, quand on le fait, c'est le quart de la salle qui lève la main. Il y a un problème. Bon, j'arrêterai là. Oui, alors, à propos du nucléaire, il y a plusieurs choses à dire. L'accident du Japon, qu'est-ce qui s'est passé? On manquait d'eau. Inondation. Ça peut arriver n'importe où en France, puisque toutes les centrales sont souvent en bordure de rivière. L'EDF construit maintenant, dans toutes les centrales, installe sur un pylône un diesel, un groupe électrogène qui assurera en toutes circonstances le refroidissement du noyau et il n'y aura plus d'explosion. Bon, pas d'hystérie de ce côté-là. Ensuite, n'oublions pas que grâce au nucléaire, le TGV est à 1,6 g de CO2 par kilomètre passager. Le chiffre pour un voyage Saint-Pétersbourg, Paris-Saint-Pétersbourg, c'est du court courrier, 160 grammes par kilomètre passager, 100 fois plus. Par ailleurs, pour les voitures, alors, les ingénieurs ont travaillé, on fait des voitures maintenant avec récupération d'énergie. Ça marche, les prototypes, je les ai vus. On est à 3 litres au 100. C'est-à-dire qu'on récupère l'énergie de freinage. Personne ne le... Je ne comprends pas. Alors, on fournit du courant aux Allemands. On a une perte en ligne, puisqu'il faut envoyer le courant là-bas. C'est le non-sens absolu de ce côté. Et les Allemands n'ont pas de leçon à nous donner sur le plan d'écologie. Écoutez, vous êtes pro-nucléaire, je respecte votre choix. C'est pas un... Ce débat sur le nucléaire est un débat extrêmement complexe. Bon, à mon avis, c'est pas terminé.
ici déjà ce débat. Est-ce qu'il y a une CLI, il n'y a pas une commission locale d'information, comme il y a bien sûr. dans beaucoup de régions, bien sûr. qui permet justement, je dirais, de discuter entre ceux qui sont en cours, ceux qui sont en cours, etc., Bien et de sûr. faire avancer justement Bien cela. sûr. Il y a une CLI, la CLI de Soulaine, j'en fais partie. Ouais. Je suis le seul à avoir le micro à toutes les réunions. Je suis le seul à m'exprimer. Il n'y a plus d'hôtesse. Avant, il y avait une hôtesse pour faire circuler le micro. Là, c'est pas utile. Je suis tout seul à parler. Oui, vous avez des réponses dans les CLI aussi, des représentants de la partie adverse. Aucune. Comment voulez-vous que ces gens-là, vu la manne que représentent les retombées, comment voulez-vous qu'ils soient contre? Nous avons des élus qui ont simplement le nez un peu court, quoi, c'est tout. Et ça fait 20 ans. Et de génération en génération, on continue. Pourquoi voulez-vous refuser ce pognon? Oui, bon, enfin, il est possible de raisonner un peu différemment. Je m'arrêterai là, mais simplement, moi je fais partie de la CLI ITER, je fais partie des mouvements écologistes dans le sud-est. J'ai participé à des débats publics, j'ai fait des cahiers d'acteurs. Bon, on peut quand même avoir un rôle, je dirais, de discussion et de comprendre les uns des autres, etc., sur des problèmes qui sont souvent assez complexes. Et on arrive quand même à faire avancer dans les solutions. Vous n'avez pas empêché ITER, hein? Vous n'avez pas empêché ITER, hein? Non, mais pour moi, je suis convaincu, par contre, qu'ITER est une très bonne chose, mais qu'on raconte des quantités de bêtises sur ITER, sur les risques d'explosion d'ITER, etc. C'est complètement idiot quand on commence vraiment à réfléchir à l'intérieur. Mais c'est comme tout, vous savez, il y a effectivement des produits nucléaires bordés, mais il y a aussi des écologistes bordés, qui sont uniquement dans la rivière et qui veulent surtout pas sortir. Donc il faut trouver des structures de dialogue entre gens, je dirais, qui s'y connaissent un peu, je dirais, pour dialoguer entre eux, mais sinon, on peut faire de la propagande n'importe où, n'importe comment, mais ça n'avance pas grand-chose. On est d'accord, je me range dans les écologistes bornés. Un mot très rapide, pour sortir apparemment du nucléaire, mais pas vraiment. Un mot très rapide, j'apporte à ce que Frédéric Tasso disait tout à l'heure sur la conception, concernant la conception grecque et chrétienne de la technique, en fait. J'apporte à Dominique Tasso le soutien qu'il va considérer comme inattendu d'un philosophe qui n'est pas de mes amis, qui n'est sans doute pas non plus des vôtres, qui n'est autre que Martin Heidegger. Je soutiens son propos par une distinction célèbre qu'il faisait dans les années 53-54, qui me paraît pleine de profondeur et de bon sens. Autre chose, le bateau qui descend le Rhin, ou le moulin à vent, ou le moulin à eau, plus précisément encore, qu'entraîne le courant du Rhin et qui produit de bons grains pour les riverains de cette rivière. Autre chose, ce bateau et ce moulin qui vont dans le sens de la nature, qui utilisent, en la prolongeant dans ce qu'elle a de positif, une nature qui est ici au service de l'humanité. Autre chose, le barrage hydroélectrique construit sur ce même Rhin par des hommes qui n'ont en tête que de constituer en arrêtant la nature, selon la fameuse expression, à leur profit, qui n'ont d'autre but que de constituer un potentiel énergétique à partir de cette rivière dont ils feront ensuite ce qu'ils veulent. Une chose est la techné, comme l'auraient dit les Grecs, qui prolonge la nature au profit de l'humanité, à son service. Autre chose est la technique qui prétend convertir la nature en un potentiel énergétique infini au service des intérêts les plus fous de l'humanité. Il y a deux techniques qui se tournent le dos, et Heidegger était du côté de la première, suivant ici à son insu et probablement contre sa volonté profonde, mais peu importe, laissons-le à ses problèmes, suivant ici Aristote, Platon, les saint Thomas d'Aquin, et le bon sens que Frédéric Tasso évoquait tout à l'heure concernant ce sujet. Voilà. Moi, je pose la question de la logique de l'EDF, parce qu'en Bretagne, au village de Maël-Estivien, le cancer est énorme, pratiquement un habitant sur deux, où il y a du radon naturel dans tous les murs, et on voudrait nous faire détruire nos maisons. Parce que c'est dangereux. Or, il est naturel, il est dans la pierre, il est constitué du granit, du sol, de tout. Et là où on ajoute des doses gigantesques, tout à coup, c'est pas dangereux et c'est bon. Alors, je voudrais comprendre, je voudrais peut-être pas une idée. En un mot, le lobby nucléaire passe son temps
à nous expliquer que la radioactivité artificielle est du même ordre que la radioactivité naturelle. On compare toujours, et c'est une erreur fondamentale, parce que dans la nature, en dehors du radon, qui est vraiment un vrai problème, et on n'y peut rien, mais il y a une solution. Quand on sait qu'il y a du radon quelque part, on construit les maisons de telle façon que le radon puisse s'échapper dans l'air et ne stagne pas dans les caves. Le radon est le seul problème de la radioactivité naturelle. Sinon, la radioactivité naturelle, elle est naturelle. Elle a un joli nom. Elle est naturelle. Et elle ne fait rien à l'homme, la preuve, parce que la radioactivité, elle existe depuis que la Terre existe, et l'homme existe. Bon, s'il y avait eu un problème, il n'y aurait plus d'humanité. Le problème, c'est qu'on a inventé la radioactivité artificielle et qu'elle s'ajoute à la radioactivité naturelle. Et là, le corps humain, il dit, c'est beaucoup trop. Et mon ami Tsoulen, qui a bien évidemment une radioactivité naturelle, je l'ai mesuré, c'est 84 coups secondes dans la forêt autour de l'Andra, 84 coups secondes, donc c'est ce qui sort de la Terre. Bon, c'est aucun problème. On vit à Tsoulen sans problème. Mais si on ajoute à la radioactivité naturelle toutes les retombées des essais des bombes atomiques, c'est colossal, hein, c'est énorme et c'est mesurable au sol. Vous ajoutez après le nuage de Tchernobyl, vous ajoutez après le nuage de l'Andra qui est à 8 km. Après, vous ajoutez ce qui vient de Valduc, le stockage de Valduc. Le tritium de Valduc vient jusqu'à Tsoulen. Après, vous ajoutez ce qui sort de la centrale de Nogent-sur-Seine, qui est aussi sale que toutes les centrales. Et là, le corps humain, il a le droit de dire « c'est beaucoup trop ». Et à ce moment-là, selon la défense qu'on a par rapport à la radioactivité, et là, l'orateur tout à l'heure, le médecin, pourrait vous en dire plus certainement, selon qu'on réagit ou pas, selon qu'on est faible, selon qu'on est notre état immunitaire, ben, on fait une maladie ou pas. Pourquoi j'ai 3 nodules à la thyroïde? J'aurais bien de savoir. Bon. Et j'ai de la chance parce que j'ai pas de mélanome, et j'ai pas de cancer du côlon, pas encore, etc. Enfin, je veux dire, ça s'ajoute. Alors les gens qui disent c'est pas vrai, non, maintenant on commence à le dire, et l'IRSN, puisque tu en parlais tout à l'heure, l'IRSN commence à dire, attention, le cumul des faibles doses, et j'oubliais la dose que vous prenez quand vous allez faire une radio, et là le docteur a bien raison, hein, les mammographies, évitez, pas trop. Hein, bon. Voilà, donc c'est ce cumul, et le cumul des faibles doses, vous pouvez chercher tout à l'heure sur Google, vous tapez cumul des faibles doses, entre guillemets, c'est moi qui ai inventé l'expression. Vous allez tomber sur mon site tout de suite. J'étais le premier à utiliser ce mot-là. Mais l'idée existait, bien sûr. Hein. Mais le cumul des faibles doses, aujourd'hui, en inhalation, en ingestion et en entrée dans les pores, on dit maintenant que c'est plus dangereux qu'une irradiation. Et en plus, l'irradiation, elle est quand même rare. Hein. Il faut être travailleur du nucléaire, il faut aller dormir près d'un train de transport, il faut pénétrer dans les locaux de l'Andra. Enfin bon, il faut vouloir se faire irradier aujourd'hui, ou aller passer une radio. Bon. Mais la contamination, je suis désolé, elle est permanente. Puis j'ajoute Fukushima qui est passé, nous très peu, mais en Californie, on est en train de compter les bébés qui ont des problèmes. Et là, j'ai vu ça il y a peu de temps sur Internet, il y a quelques soucis dans les statistiques. Hein, les fœtus qui ont vu passer le nuage de Fukushima, ils n'ont pas aimé. Voilà, bon, c'est tout, c'est les statistiques, on n'y peut rien. Oui, là, on ne va pas pouvoir prolonger beaucoup, mais je voudrais quand même apporter un témoignage qui va un petit peu dans le même sens, que l'irradiation brutale peut parfois être moins dangereuse qu'une irradiation durable. Bon, j'ai eu l'occasion en Ukraine de rencontrer assez longuement quelqu'un qui était chef d'équipe dans le réacteur numéro 1 quand le réacteur numéro 4 a explosé. Ils ont continué à travailler tous les jours. Alors, ils allaient travailler dans les autobus habituels, sauf qu'ils avaient mis une petite plaque de plomb à la place des vitres. Hein, j'ai vu les photos, c'est absolument dérisoire. Bon, c'est ukrainien, il est toujours là, enfin, mais peut-être aussi, bon, c'est un ancien cosaque, enfin, il y a des facteurs individuels qui font que les uns résistent mieux que l'autre. C'est comme les uns résistent mieux aux ondes des portables que d'autres, etc.
On va encore laisser une question, et puis après, on est obligé d'arrêter la séance, puisque les contraintes d'horaire sont là. Nous avons déjà dépassé l'horaire, mais de toute façon, vous pouvez continuer les conversations particulières, parce que ce sujet est évidemment très important, parce que c'est l'homme, au fond, l'homme est dépassé quand même quels que soient d'ailleurs les raisonnements et les intentions bonnes ou moins bonnes, l'homme est dépassé par la situation qu'il a créée, et on en est à essayer de trouver des solutions, et je pense que toutes les bonnes volontés d'ailleurs peuvent apparaître, et je pense aussi que Dieu est parfaitement au courant du problème. Et en ce qui me concerne, je suis résolument optimiste sur la capacité de la technique future à résoudre entièrement le problème des déchets radioactifs. Et c'est en ce sens-là que j'irai quand même dans le sens de Michel Guérit, qu'il sera, quand on saura comment faire, autant avoir le matériau sous la main que de le laisser abandonné au mouvement qui peut. On ne sait jamais ce qui peut se produire dans le sol. Il y a des mouvements géodésiques. Enfin, il peut y avoir des failles. Il peut y avoir de la dilution liée à l'eau. Tandis que si on le garde sous la main, évidemment, on pourra agir. Donc, encore une question ? Et je pense que le monde moderne, nous sommes affrontés à un problème que nous n'allons pas résoudre, parce que je ne pense pas qu'on puisse arriver à convaincre nos contemporains que les modes de vie qu'ils pratiquent usuellement sont les bons, alors qu'en réalité, ce sont des modes de vie contre nature depuis le départ. Alors, nous sommes affrontés à une question d'éducation, mais qui la fera, comment la faire, qui l'acceptera, etc., etc. Je crois en un mot commençant qu'on est fichu. Mais je pense que l'homme seul n'est capable de résoudre aucun des problèmes qu'il crée. Et donc la solution, évidemment, elle est ailleurs. Et justement, cette solution, peut-être sera envisagée. Ça va être le thème du colloque du mois d'octobre, du mois de septembre, d'ailleurs, les 27-28 septembre prochains, à Orsay, donc tout près d'ici. Aura lieu le prochain colloque. Vous verrez le moment venu le programme précis. Le thème, c'est vers une civilisation chrétienne. C'est-à-dire d'essayer de montrer que, contrairement à toutes les apparences, le concept de chrétienté, avec tout ce qu'il a pu apporter à l'humanité, n'est pas du tout un concept d'arrière-garde, un concept du passé, mais peut-être justement la solution, la vraie solution aux problèmes que nous devons affronter. Donc je remercie en votre nom tous les orateurs qui ont fait de cette journée, j'espère, une journée enrichissante pour tout le monde. Nous n'avons évidemment, nous n'épuiserons aucun des problèmes qui ont été soulevés. Le but n'est pas de les épuiser, le but est de déclencher la réflexion, et le but justement d'affirmer cette capacité de l'homme à prendre du recul par rapport à ce qu'il fait, à ce qu'il voit, et à assumer justement avec son intelligence justement la situation que Dieu lui a fait dans l'univers. Je voudrais remercier tous.